Bonjour à tous et à toutes. Merci d'abord au comité organisateur de nous donner la parole, venant d'un champ qui est autre que celui de l'autisme qui vous préoccupe depuis 2 jours. Et merci d'avoir laissé une place à ce sujet que nous avons renommé les fatigues et non pas la fatigue. Puisque se cachent de nombreuses nuances et on est en fin de session, donc nous partageons tous cette expérience humaine universelle de la fatigue qui nous réunit, mais qui a le fâcheux penchant aussi de banaliser la diversité et l'hétérogénéité des expériences. Donc notre propos, il a la particularité de représenter un groupe d'une dizaine de personnes qui est à la fois interpathologie et professionnel. Alors, je représente aujourd'hui un groupe de travail national, mais je vous parle d'un regard qui est nourri de 3 types d'expériences. Une expérience de représentante associative, puisque je suis vice-présidente de l'association du syndrome de fatigue chronique et coordonnatrice de ce groupe de travail qui a été lancé en 2021. Pourquoi ? Parce qu'à l'association du syndrome de fatigue chronique, on s'est dit qu'on ne pouvait pas avancer seul sur ce sujet. Et nous avons découvert que presque toutes les maladies chroniques partageaient cette problématique des patients, dans des maladies qu'elles soient reconnues, non reconnues, inflammatoires, auto-immunes ou toute autre sorte de pathologie. Mon deuxième regard, c'est un regard de malade expert, parce que je suis moi-même atteinte de la maladie dont je représente l'association aujourd'hui depuis 14 ans avec un handicap invisible que je rends visible ce matin, mais pas uniquement pour le rendre visible, en étant assise et en ayant mis de la distance avec Noémie, mais ce n'est qu'une distance physique et pas du tout intellectuelle. Et puis, mon troisième regard qui est là depuis quand même 30 ans à l'université, qui est celui d'enseignants-chercheurs formé à la biologie du comportement, spécialiste des primates non humains et reconverti sur les questions d'apprentissage expérientiel et de pédagogie expérientielle. Voilà. Alors, ce groupe de travail, 2 mots. Sa particularité, c'est de regarder la fatigue dans sa pluralité, donc les fatigues. D'essayer d'en faire un vrai sujet parce qu'on constate que c'est, en tant que symptôme, un sujet qui n'est pas tellement investi. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de solutions thérapeutiques et parce qu'il y a une vaste absence de consensus à la fois sur les définitions, à la fois sur l'évaluation, que ce soit sur les aspects recherche et clinique, qui complexifient beaucoup la situation. Et ce groupe de travail, on est organisateur depuis le 2021 d'une journée nationale. On a eu la folle idée de lancer une nouvelle journée tous les 21 novembre des années impaires, la journée nationale des fatigues. Noémie. Et de mon côté, du coup, donc, je suis médecin de santé publique au CHU Nantes et je coordonne l'unité transversale d'éducation thérapeutique. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en 2 mots, l'éducation thérapeutique, c'est une méthode pédagogique qui est structurée et centrée sur la personne et qui a pour objectif d'aider les patients, quelle que soit la maladie chronique, à maintenir, et j'insiste sur le terme maintenir, ou acquérir des compétences pour gérer au mieux la maladie dans son quotidien. Donc ça, comme je vous le disais, on peut déposer un programme ETP dans n'importe quel champ disciplinaire. Au CHU Nantes, on en a 50 aujourd'hui, dont un sur l'autisme, mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Je ne fais pas plus de teasing, on démarre. Alors notre binôme représente aussi une méthodologie de ce groupe de travail qui est de valoriser et de légitimer les savoirs d'expérience des patients, mais de privilégier la co-construction avec les professionnels de santé et également de nouer des partenariats de recherche. Alors un petit plan de présentation, donc état des lieux et la démarche qui nous amène aujourd'hui. Noémie présentera ensuite la carte d'identité de l'action dont elle a fait l'expérience avec des collègues. Nous vous montrerons un peu concrètement les contenus pédagogiques et les outils. Et puis, nous viendrons avec quelques éclairages complémentaires et une forme de conclusion qui sera plutôt l'ouverture du question à vous dans la salle. Est-ce que ce qu'on a fait est transférable d'une façon ou d'une autre à la fatigue dans l'autisme ? Alors, état des lieux et démarche.
on ne va pas du tout nous rentrer dans des définitions. On est sur les fatigues qui nous préoccupent. Sont des fatigues qui ne sont pas la fatigue physiologique dite normale, dont on récupère par une bonne nuit de repos ou des pauses, mais une fatigue qui est durable, qui est dite asthénie chronique ou fatigue chronique et qui a la particularité de ne pas être récupérée par le repos. Certains parlent maintenant du trouble du spectre de la fatigue chronique. Vous voyez ce nuage de mots qui est issu de 5300 répondants à une enquête qu'on avait faite au niveau du groupe de travail sur une quinzaine de pathologies. Et le nuage de mots, voilà, quels 3 mots vous associez à fatigue? Et ce qui est ressorti en premier, c'est l'épuisement. Le mot fatigue ne parle pas du tout aux malades dans les situations de fatigue chronique, il préfère le terme épuisement. Donc, moi, j'ai l'impression, avec cette expérience de groupe de travail, que presque toutes les pathologies chroniques sont concernées, avec des degrés différents chez les personnes. Et les patients nous remontent le constat d'un impact majeur sur leur quotidien. Dans la même enquête, la fatigue était considérée comme représentant 70% ou plus du fardeau de la maladie chez 2/3 des répondants. Et j'ajoute un chiffre qui est que 85% des patients interrogés ne se sont jamais vus proposer une évaluation de leur fatigue lors d'une consultation. Alors, quels besoins ont motivé le projet dont on vient vous parler? C'est surtout des solutions concrètes. Qu'est-ce qu'on fait dans sa vie face à ces fatigues? Donc vous avez vu que le titre, c'est apprivoiser, c'est pas lutter contre. Parce qu'on n'est pas du tout dans cette métaphore guerrière, on est dans aller avec cette fatigue, mais surtout faire en sorte que les patients trouvent des solutions qui leur sont accessibles et qui permettent de diminuer l'impact de ces fatigues sur leur quotidien. Et de notre point de vue, sur l'accompagnement dans les activités éducatives, on est là pour les aider à retrouver du contrôle sur leur vie et développer des compétences et avec les notions vraiment d'être acteur. Alors, dans notre démarche, une des clés que je vais mettre en avant, c'est la mutualisation des outils et des savoirs expérientiels. La demande était issue du terrain, c'est-à-dire de Noémie et de ses collègues au CHU de Nantes, avec 2 équipes qui étaient en besoin de partage d'expériences, d'activités éducatives sur la fatigue dans les maladies chroniques et qui avaient déjà l'expérience d'ateliers auprès de patients de diverses pathologies. Cette équipe est venue discuter d'abord avec mon association, puis avec le groupe de travail, et nous avons décidé de nous appuyer sur l'expérience de tous ces patients avec un ensemble d'outils et de stratégies qui s'appelle le pacing, je vais l'appeler comme ça aujourd'hui, qui sont un ensemble de stratégies de conservation de l'énergie jugées utiles par les patients, ceux atteints de syndrome d'épuisement chronique, je vais le renommer comme ça, qui sont dans les extrêmes avec un épuisement colossal qui réduit au moins 50% de leurs activités, au niveau fonctionnel, sont réduits au moins de 50%, jusqu'à des formes plus variables ou un peu plus légères de fatigue chronique, mais qui sont tout de même impactantes. Alors, pour vous faire comprendre le pacing, c'est la métaphore du budget énergie. C'est une métaphore qu'on emploie entre patients. Donc, quand vous êtes dans ce type de pathologie, vous avez un budget énergie que vous avez à gérer. Et l'idée, c'est de ne pas dépenser plus d'énergie que vous n'en avez, et donc d'équilibrer les dépenses et les recettes, avec la difficulté d'évaluer combien ça me coûte aujourd'hui d'être parmi vous pour communiquer. D'où, dans les stratégies de pacing, je conserve mon énergie en étant assise, même si j'aurais pu être debout auprès de Noémie. Alors, le pacing, qu'est-ce que c'est plus concrètement? Ça vient de to pace, le verbe rythmer. On a conservé le terme pacing parce qu'il n'y a pas de bonne traduction courte en français. Donc, on dit, nous, adapter et rythmer. Il s'agit de trouver le bon rythme dans son quotidien avec différents outils. Vous avez la métaphore aussi de la batterie. Bien sûr, il s'agit de prendre en compte l'environnement
que ce soit l'environnement physique, que ce soit l'environnement social et tous les coûts énergétiques qui peuvent être induits. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je voulais vous dire que pas plus que pour la fatigue, le pacing n'est unique. Il y a plusieurs formes de pacing. Celui dont je parle est un pacing qu'on appelle naturel ou naturaliste, qui est une forme de pacing écologique, c'est-à-dire pour lequel le patient a la main et qu'il adapte, qu'il personnalise dans sa vie. On l'oppose au pacing programmatique, qui est un programme avec des progressions d'activité, avec des temps stricts et qui ne fait pas l'unanimité auprès des patients parce qu'il ne répond pas justement à leurs besoins propres. Je vous ai mis, il y a aussi dans les annexes, si on diffuse le diaporama, des ressources. Donc le pacing est peu connu, en tout cas il est peu connu sous ce nom. En revanche, il est plébiscité par les patients qui le connaissent. Et en fait, il vient dans les années 90 de Leonard Jason à l'université Saint-Paul de Chicago, qui est un psychologue de la santé, qui avait travaillé sur le MSFC, le syndrome de fatigue chronique, et qui avait constaté que les patients avaient des phases d'hyperactivité les bons jours, et puis d'effondrement les mauvais jours, ce qu'on appelle entre nous les crashs, et qu'il y avait une fatigue significativement et positivement liée à l'auto-évaluation de l'effort par le patient, qu'il soit physique ou cognitif. Et il avait été à l'écoute des patients et il a construit cette théorie qui n'est pas du tout une théorie recherche, quelque chose de très opérationnel pour aider les patients à stabiliser leurs symptômes. En 3 verbes, le pacing, stop, rest, pace. Donc, s'arrêter, s'interrompre, mais surtout s'arrêter avant de ressentir très fort les symptômes et les signes de fatigue. Donc, c'est-à-dire anticiper, s'arrêter bien avant le seuil, se reposer avec le repos notamment préventif, qui est le repos avant aussi une activité énergivore, et rythmer, donc alterner des activités physiques, des activités cognitives et des temps de repos. Voilà, vous savez presque tout sur le pacing. Noémie ? Et donc, du coup, ce qu'on va vous présenter là, c'est un projet qui, comme l'a dit Isabelle, émanait de 2 équipes ETP du CHU de Nantes. Donc, l'objectif principal de notre collaboration était de co-construire et d'expérimenter un cycle d'ateliers d'éducation thérapeutique dans multipathologie. Donc, elle concernait 2 pathologies, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et la dermatologie. Et donc l'objectif secondaire, c'était d'établir une trame, un déroulé pédagogique commun qui pourrait servir justement dans d'autres pathologies. Ce qu'il faut savoir au niveau de l'organisation de l'ETP, un peu à l'image de ce qui nous a été présenté en fin de matinée, là, ça s'articule sous forme d'un parcours. Donc ça commence par un bilan initial où on fait le point avec le patient et on co-construit avec lui les objectifs pédagogiques. Ensuite, se suivent une succession d'ateliers, alors soit individuels, soit collectifs, en fonction de ce qu'on a déterminé lors du bilan initial. Et on clôture à la fin du parcours par un bilan final pour revenir sur les objectifs pédagogiques fixés. Et donc là, ce qu'on va vous présenter s'intègre dans un parcours plus global pour les patients. Et donc, pour les patients, en effet, les objectifs pédagogiques des 2 ateliers qu'on a décidé de travailler étaient autour de l'amélioration de la gestion de la fatigue pour les patients qui étaient atteints d'une maladie chronique, donc en l'occurrence Mickey et Dermato. Et les objectifs plus opérationnels étaient, à l'image de ce que nous a présenté Isabelle, étaient de partager ces représentations sur les fatigues, c'était le premier objectif des ateliers, de découvrir et d'expérimenter des techniques de gestion, dont le pacing, mais pas que, vous verrez, et puis de savoir communiquer, parce que c'était un enjeu important qui a été pointé par les patients, savoir communiquer auprès des proches, des aidants et des soignants. Donc, au sujet de notre équipe, on était donc 6 professionnels du CHU accompagnés par des membres du GT Fatigue qu'Isabelle représente aujourd'hui. Et parmi ces professionnels, on avait donc une psychologue de dermato et une patiente partenaire, 2 infirmières pour les maladies inflammatoires et on était 2 professionnels de santé publique de cette fameuse unité transversale d'éducation thérapeutique.
Au niveau de la participation aux ateliers, on a eu beaucoup plus de succès que ce qu'on s'était fixé, parce qu'au niveau des ateliers, en collectif, au maximum, on accueille 8 patients, voire 10, parce qu'on fait parfois du surbooking, parce qu'on a des lapins. Mais là, on a eu 13 inscrits pour cet atelier-là, donc on a décidé de dédoubler les groupes, donc de faire 2 groupes. 13 inscrits pour le premier atelier. On a eu 11 présents le jour J, avec une grande majorité de femmes, vous le voyez. Et puis pour le deuxième atelier, on avait 8 présents sur les 11 qui avaient participé au premier atelier. Alors là, c'est juste un petit retour en arrière sur la co-construction. On vous en a parlé, c'est une partie vraiment importante du projet et qui nous tient à cœur, nous, notamment avec la représentation de patients partenaires ou d'aidants partenaires, hein, ça dépend du champ disciplinaire, mais c'est une dimension vraiment qui pour nous, est importante, qui permet d'être au plus près des besoins des personnes. Et vous le voyez, donc les premiers échanges avec le GT Fatigue ont démarré en mai 2024 et on a pu mener les ateliers à partir du dernier trimestre 2024. Donc il y a eu un temps de co-construction assez long qu'on a chiffré à peu près à 8 heures, mais sans doute avec un peu plus de travail. Donc on vous l'a dit, on va vous présenter un peu plus en détail les contenus pédagogiques. Donc pour la première séance qui était intitulée « La fatigue et moi », on a d'abord travaillé sur faire connaissance, hein, que le groupe puisse faire connaissance. Ensuite, on a, je vous l'ai dit, travaillé sur les représentations avec un outil de photolangage, les représentations de la fatigue et de son vécu sur le quotidien. Ensuite, on a travaillé sur identifier les activités du quotidien et pouvoir les classer en termes d'impact sur son niveau d'énergie. Donc on a utilisé des post-it de couleur pour ça. Et puis après, on a présenté 2 outils issus du pacing. Le premier qui est la boussole de l'énergie, on vous la présentera tout à l'heure, hein, qui permet de déterminer son niveau d'énergie, en tout cas d'apprendre à le déterminer, et puis de reconnaître son seuil de fatigue. Et puis aussi l'agenda de l'énergie, qu'on a modifié par rapport à la version initiale, parce qu'il y avait des subtilités, puisque dans ces 2 pathologies chroniques, la fatigue n'est pas forcément un symptôme central. Donc un agenda, et puis on leur a demandé en interséance d'utiliser ces 2 outils pour qu'on puisse en parler lors de la deuxième séance. Je te laisse présenter. Voilà, donc le challenge, c'était de voir aussi pour nous si ces outils, il y avait une appropriation dans d'autres pathologies. Donc ils sont issus du petit guide du pacing. J'en ai 1 ou 2, mais mon association l'offre juste contre les frais de port, donc n'hésitez pas. C'est une co-construction, on a mis 3 ans. Uniquement entre patients, une dizaine de patients pour faire tous les contenus pédagogiques en mettant en commun les stratégies qui étaient utiles pour nous et en essayant ensuite de les expliquer le mieux possible. Sauf l'étoile des fatigues, qui est un besoin émergent d'évaluation de l'effet du pacing et de l'effet des ateliers ETP, qui nous est apparu. Alors, il existe bien beaucoup d'échelles de fatigue validées. Bon, ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais les collègues Ezra et Jérôme en parleront, l'évoqueront peut-être un peu après. Le problème, c'est qu'elles sont faites soit pour la recherche, soit pour un point sur un bilan par le clinicien, et qu'elles ne saisissent pas de fines variations de l'état, et qu'elles ne font pas sens forcément dans le monde du patient. Donc, on s'est basé là, dans le groupe de travail, sur l'IBD-DISC, qui est un diagramme en radar ou en araignée avec plusieurs dimensions qui évalue comment le patient est impacté pour une maladie de Crohn, par exemple, dans différentes sphères de sa vie. Et puis sur un outil qui avait été présenté en congrès par Sabine Paul, un médecin sur la sclérose en plaques au CH de Compiègne, qu'elle avait appelé l'étoile des fatigues, avec l'idée d'avoir quelque chose qui est simple, qui est visuel, et qui n'évalue pas la fatigue, mais l'impact de la fatigue sur une activité dans certains champs, comme les activités physiques, intellectuelles, de loisirs, et que le patient choisit. C'est-à-dire, il y a 2 aspects à cette étoile. Déjà, rendre visible comment je suis impactée, et éventuellement dialoguer avec mes proches aussi, aux professionnels de santé dans une consultation, et ensuite peut-être me fixer un objectif ou une intention, après de l'éducation thérapeutique ou après des stratégies de pacing, qu'est-ce que je vois diminuer. Alors si vous prenez l'air sous la courbe, plus elle est grande, plus on est impacté par la fatigue dans différents champs, et plus elle est réduite, mieux on a avancé. Un petit exemple,
ici d'un tracé de cette étoile. Ça, c'était pour illustrer donc l'activité qui a été faite à la première séance sur je qualifie mes activités, qu'est-ce qui me repose et me ressource. Alors, ce sont des exemples, mais les patients devaient réfléchir chacun à ce qui les concerne. Qu'est-ce qui m'épuise et qu'est-ce qu'on appelle les faux amis, c'est-à-dire que dans certains cas, ça me ressource, mais parfois, ça peut aussi me fatiguer. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis on a réfléchi à ça, c'est que dans l'échange, il y a des choses qui ressourcent certains et épuisent d'autres, et inversement. Donc ça peut être un échange, ce qui me fatigue te ressource, ce qui me ressource te fatigue. Et donc, dans la communication, ça peut être aussi un outil intéressant. Et puis je vous l'ai dit en complément, parce que c'était un besoin émergent des patients, on a aussi fait un focus un peu plus large sur notamment les techniques d'aide au sommeil, parce que c'est un champ qui revenait assez souvent, et puis aussi d'autres techniques comme la méditation pleine conscience ou la cohérence cardiaque. Alors la fameuse boussole de l'énergie, alors vous voyez, petite parenthèse, on n'est pas sur la fatigue, on est sur la métaphore inverse de l'énergie. Est-elle fondée ou pas scientifiquement? Dans les maladies inflammatoires et inflammatoires à bas grade, il y a souvent perturbation du métabolisme énergétique cellulaire et des problèmes de ce côté-là, mais c'est vraiment métaphorique la portée de cette notion d'énergie. Donc une boussole qu'on découpe, qu'on affiche chez soi sur le réfrigérateur et où on peut dire, voilà, le matin, je me lève, où est-ce que je suis? En vert, confort ou dans l'épuisement. Et toute la famille, les patients l'utilisent aussi, le mari, les enfants, je dis le mari parce qu'on parle de la fatigue des femmes, mais c'est vrai que les femmes sont surreprésentées, et qui est vraiment bien apprécié par les patients. Et puis le fameux agenda de l'énergie, alors qui est plus un agenda d'observation dans une phase préliminaire que de programmation, avec la nuit de sommeil, je l'évalue, quelle est ma météo-énergie du matin, les symptômes et surtout la rubrique en 4e ligne qui est quel est l'impact d'un effort sur ma fatigue, c'est-à-dire comment je réagis à un effort. Ça majore, ça diminue ou ça maintient la fatigue. Et donc cet agenda à tenir sur quelques semaines pour essayer de corréler son activité à son ressenti fatigue. Donc, 6 semaines après la première séance, on a délivré un deuxième atelier où là, on était plus sur des notions de pouvoir d'agir sur la fatigue. Donc, je vous l'ai dit, donc on a commencé par un temps d'échange sur l'utilisation des outils, on y reviendra dans les résultats. Ensuite, on a travaillé sur la communication auprès de l'entourage, que ce soit les proches ou les soignants. Et pour ça, on a utilisé la jolie rose que vous voyez à droite, où en fait, c'est une métaphore qui permet d'illustrer 3 types de situations. La première, donc la fleur, une situation de communication qui a bien marché. L'épine, une situation de communication qui a mal marché. Et le bourgeon, ce sont des pistes d'action pour améliorer cette communication. Donc chaque patient remplissait cette fleur et ensuite on échangeait autour de ces 3 dimensions. Et ensuite, on a vraiment plus travaillé sur ces fameuses stratégies et sur les choses qu'ils avaient mis en place aussi en interséance. Et on vous présentera à l'aide de 2 outils issus du pacing qui sont les fiches « Je gère mes périodes d'activité et je fais des choix ». Et puis enfin, on a fait un bilan en utilisant, on vous l'a montré, l'étoile des fatigues au début du premier atelier et à la fin du dernier atelier. Donc, avant-dernier outil, je gère mes périodes d'activité. Donc, les verbes du pacing avec comment j'ajuste. Donc, je repère une durée d'une activité. Par exemple, je passe l'aspirateur, je fais 10 minutes. Comment je suis derrière? Si je suis épuisée, je réduis à 5 minutes. Ça, 5 minutes, ça passe. Voilà, je minute. J'alterne avec les différentes sollicitations intellectuelles, physiques. Je diffère. Je m'affirme avec les outils de communication. Et donc, tous ces outils qui illustraient avec la place de l'entourage aussi, que ce soit les proches, les collègues éventuellement, pour aider à cette gestion. Et notre to-do list, qui est une dérivée de la liste des choses à faire, mais si ça n'est ni essentiel et que ce n'est pas dans mes possibles, je ne fais pas. Donc ça devient notre to-do list. On n'a pas super bien géré le temps, du coup je passe un peu oui. Et on reviendra sur les éléments, peut-être si vous avez des questions. Juste au niveau des résultats, vous le voyez là, côté bénéficiaire, on avait un fort taux de satisfaction sur l'ambiance des ateliers, l'animation, un peu moins sur les outils remis.
Et puis par rapport aux attentes, par contre, on était bien dedans, en sachant que la première attente, c'était vraiment de pouvoir échanger collectivement. Et les patients ont mis en avant la richesse de pouvoir être en multipathologie, ce qui permettait de se décentrer de la pathologie et d'avoir des approches un peu complémentaires. Vous le voyez, c'est illustré par les verbatims. Et puis, au niveau de l'impact, malheureusement, on s'y attendait, mais au niveau de l'évolution sur l'étoile des fatigues, on n'a pas montré de différence significative, même s'il y avait des tendances d'amélioration. Encore une fois, on y reviendra à la discussion. Et puis, côté animateur, ce qu'on a noté, c'est qu'au niveau des améliorations possibles, la durée des séances était jugée trop courte par rapport aux objectifs pédagogiques. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra qu'on retravaille pour pouvoir soit adapter les objectifs pédagogiques, soit adapter la durée, mais on a été trop ambitieux sur le programme. Adapter aussi des supports remis, je vous le disais, dans l'interséance, on a finalement peu de patients qui ont utilisé les outils, ce qu'ils les trouvaient assez compliqués à prendre en main, mais par contre, ils ont vraiment mis en place des stratégies, et dans les stratégies mises en place, on retrouvait des éléments du pacing, dont fractionner ses activités, savoir dire non. Donc il y avait quand même des liens qui se sont faits. Et puis encore une fois, je vous l'ai dit, il y avait une forte demande de partage d'expérience auprès des patients, mais pour ce qui est de l'éducation thérapeutique, on insiste vraiment sur un double objectif à la fois de partage, mais aussi d'apport et d'objectifs pédagogiques qu'on aimerait atteindre. Et donc là, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on puisse arbitrer pour trouver ce juste équilibre entre le partage d'expérience et l'apport de connaissances. Voilà, juste pour dire que depuis là, on a fait d'autres expérimentations, on a formé des malades à la FACRON RCH France et des professionnels de santé, et que pour améliorer la prise en main des ateliers, on est sur la conception de vidéos filmées, de simulation d'ateliers de pacing, d'adaptation plus fine des outils pour que le vocabulaire soit plus neutre et qu'il soit plus apporté des patients de différentes pathologies, et puis sur un projet d'une application étoile des fatigues. Conclusion, tu peux, voilà. Et voilà, j'ai esquissé, en fait, dans l'idée, ce que nous souhaitons à représenter comme posture aujourd'hui, c'est vraiment les partages et transferts de savoir autour du pacing, où on voit qu'on part des patients en rose, là à gauche, les patients experts d'une pathologie pas connue, qui se ont entendu parler du pacing par les chercheurs à l'international et des patients à l'international, qui, au sein du groupe de travail, en parlent à d'autres patients de plein d'autres pathologies, puis à des professionnels de santé qui eux-mêmes forment d'autres patients, et avec des boucles d'échange de savoir et de pratiques respectives qui ont suscité un besoin d'évaluation, des partenariats à recherche qu'on a noués, parce qu'on aimerait bien évaluer les effets du pacing, et on souhaite maintenant une ouverture plus large à de nouveaux profils de malades ou de non-malades. Ça peut être justement dans l'autisme ou ailleurs, et on a Ezra Obino qui va parler tout de suite après nous, et qui est du LAPEFA et qui a rejoint le groupe de travail. Et nous pensons qu'il y aurait grand intérêt à poursuivre et élargir ce que certains collègues à Paris-Nanterre appellent les coopérations réflexives en santé autour des fatigues. Et pour finir, je vous invite à la prochaine Biennale des fatigues le 21 novembre 2025 sur la thématique justement du pacing, qui sera à Nice mais retransmise en direct, et qui sera marquée à l'UNISTRA par Elisabeth Demont, la vice-présidente qualité de vie au travail, normalement sur une journée au cours de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées en Europe, donc la semaine du 17 au 23 novembre, avec des ateliers, une conférence. Et le groupe de travail est informel, ouvert à tous, donc n'hésitez pas à m'écrire, c'est moi qui suis derrière l'adresse fatigue, à Journée des fatigues. Merci beaucoup.